Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu présent pour ce conseil communautaire. Nous allons pouvoir tranquillement démarrer et commencer par l'appel. Patrick Romestin. Bonsoir à toutes et à tous. Alban Fontenil, Simone Christin Lafont remplacée par René Suchet, Jean-Claude Garde, Quentin Paquet, Robert Rogeff, Anne Jouanjean, Clément Gaumont, Claudine Cour, André Gay a donné pouvoir à Georges Boncompin, Thierry Deville, Hervé Bru, Christine Bertin, Serge Desrory, Frédéric Serret, Marie-Thérèse Giry, Sylvie Genebrier, Alféo Guillotot, Valérie Goudfard, Pierre Giraud, Patrice Couchot, Marc Pellardi, Christiane Brunjari a donné pouvoir à Sylvie Genebrier, Roland Bost, Roland, pas arrivé, Georges Thomas, André Barthélémy, Karine Gandret, Michel Jassler, Pierre Barthélémy, Yannick Touran a donné pouvoir à Alféo Guillotot, Christian Cassoulot remplacé par Pierre-François Chaud, Christophe Détrappe sans excuser, Dominique Guillain, pouvoir René Avril, remplacé non, oui. Ok, Valérie Alvic a donné pouvoir à François Forcher, Jean-Philippe Montaigne, merci, Pascal Roche, Serge Grandjean, Thierry Chavaran, Bernard Tranchant, Bernard, Marie-Gabrielle Pfister a donné pouvoir à Christophe Basile, Thierry Missonnier, Patrick Romestin présent, Alain Limousin, Roland Bonnefoy, Thierry Gouby, Pierre Verdier, Georges Boncompin, Daniel Dubost, René Avril, Bernard Coutançon a donné pouvoir à Serge Grandjean, Christophe Basile, Présent. Christiane Bayet, Abderrahim Bentayeb, Jean-Yves Bonnefoy a donné pouvoir à Cindy Giardina, Pierre Contrino a donné pouvoir à Catherine Doublet, Bernard Cotier, Géraldine Dergelet, Catherine Doublet, Jean-Marc Dufix, Jean-Paul Forestier, Cindy Giardina, Martine Grivillère a donné pouvoir à Jean-Paul Forestier, Cécile Mariette, Gérard Vernet, Martine Matra, Stéphanie Fayard, Julien Degout, Gérard Barou, Michel Robin, remplacé par Jocelyne Barrier, Pierre Garbil, Monique Ray, remplacée par Agnès Guittet, Christelle Masson a donné pouvoir à Thierry Missonnier, Stéphanie Bouchard a donné pouvoir à Gérard Barou, Patrick Ledieu, Joël Épinat, Marc Archer, Rachel Meunier-Favier, David Sari a donné pouvoir à Pascal Roche, Michel Jourjon, David Buisson, Frédéric Millet, Nicole Giraudon, Jean-Luc Daval-Pommier, Évelyne Chouvier, Paul Duchamp, Olivier Joly, Présent. Jean-Pierre Bras a donné pouvoir à Hervé Bru, Jean-Baptiste Chaussy, Béatrice Dauphin, René Françon, Flora Gauthier, Alain Laurendon, Nathalie Legal, Gilbert Lorenzi, François Madvet, Pascal Pelou, Ghislaine Poyet a donné pouvoir à Gilbert Lorenzi, Carole Tavitien a donné pouvoir à François Madvet, Gilles Thomas, Éric Lardon, Martine Charles, Marcel Jouara, Stéphane Villard, Rambert Paillard, Jean-Marc Dumas, Christian Soulier, Annie Ostar, André Gachet, Jean-Maxence de Monchy, Frédéric Pugnet, Pierre Brevet, Michael Miomandre, excusé, Jean-René Jandel, Jean-Marc Grange, Marie-Thérèse Gagnère, Christophe Breton a donné pouvoir à Thierry Gouby, Julien Ronzier. Merci. Yves Martin a donné pouvoir à Thierry Hareux, Patricia Carrette, absente, excusée, Thierry Hareux, Nicole Pinet, absente, Gérard Peslon, Alexandre Palmier, Yves Duport, ouais, pardon, Hervé Béal, Jean-Paul Tissot, Hervé Perronnet, Bertrand Daval. Merci Patrick. Robert Rogeff était volontaire pour être secrétaire de séance et si personne n'est contre,
Je vous propose Robert Ogef comme secrétaire de séance. Est-ce qu'il y aurait des questions, des observations sur l'approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 9 avril 2024? S'il n'y en a pas, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Vous avez pu voir dans la note de synthèse que nous installons ce soir 2 conseillers communautaires suppléants. Donc Monsieur Michel Fanger, en remplacement de Madame Danielle Thien, conseillère municipale suppléante de Saint-Priest-la-Vêtre, et Madame Martine Matra reste titulaire, mais c'est Emmanuel Charlin qui remplace Monsieur Michael Parra sur la commune de Montverdun. Donc je vous propose d'installer Monsieur Michel Fanger en qualité de conseiller communautaire suppléant pour Saint-Priest-la-Vêtre et Monsieur Emmanuel Charlin en qualité de conseiller communautaire suppléant pour Montverdun. Ni l'un ni l'autre n'est là? Non. Donc on passe la parole à Olivier Joly qui va la tenir un certain nombre de minutes. Je vous demande la plus grande attention car ça concerne quand même le sujet des finances. Oui, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, alors ceux qui aiment les chiffres, vous avez de service ce soir. Et puis ceux qui n'aiment pas, eh ben, vous avez vos téléphones et vos tablettes. Allez, on commence par le compte administratif 2023 de l'EPIC Office de Tourisme. Comme vous l'avez vu dans la note, l'Office de Tourisme présente un résultat d'exercice de 124 386 € et un résultat de clôture donc de 557 517 € quand on cumule fonctionnement et investissement. Simplement quelques éléments d'analyse sur la section de fonctionnement. 57% de nos ressources de l'EPIC proviennent du versement de la part de Loire-Forêt Agglo. Je vous rappelle, c'est 900 000 € qui sont versés par le PCI pour le fonctionnement de l'EPIC Office de Tourisme, que à peu près 25% de nos ressources proviennent des produits des ventes et des mises à disposition de prestations, entre autres tout ce qui est visite guidée, voilà, recettes liées aux ventes de prestations. 10% de nos recettes viennent entre autres des taxes de séjour. Les taxes de séjour, quand même, mine de rien, ça fait 164 000 € hein, sur une saison. On avait voté des taux voilà quelques mois, mais on voit que ça rapporte un peu de sous. Bon, et puis le reste, je vous en fais grâce. De toute façon, le détail est dans la note. Sur les dépenses de fonctionnement, les charges de personnel représentent 65% de nos charges de personnel pour 945 000 €. Donc, si vous vous souvenez bien ce que je vous ai dit voilà 2 minutes, 900 000 de subventions d'équilibre de l'agglo, enfin oui pas d'équilibre, mais de subvention de l'agglo. Grosso modo, bah, c'est ce qui paye les frais de personnel. En gros. Le complément sont des charges à caractère général, à noter cette année quand même des réductions de charges de l'ordre de 85 000 €, c'est pas neutre, notamment avec des économies qui ont été faites sur certaines lignes budgétaires. Et puis ce qu'il faut dire aussi dans les dépenses, c'est que bah, même si on encaisse beaucoup on l'a dit tout à l'heure, de nuitées, de taxes de séjour, eh ben on en reverse aussi une partie à Forêt Tourisme, puisque un tiers de la taxe collectée repart à Forêt Tourisme. Donc on reverse 68 000 €, le tiers à peu près de ce que je vous ai dit tout à l'heure, à Forêt Tourisme. Voilà grosso modo ce que je pouvais vous dire sur le compte administratif de l'Office de Tourisme. Y aurait-il des questions? Bon, je vois que vous n'avez pas passionné. Pas de questions. Qui serait contre? Ah, oui, ben oui, Robert. Forcément, tu es dispensé, tu ne veux pas être jugé parti. Donc, Robert ne prendra pas part au vote. Qui serait contre? Qui s'abstient? Merci de cette unanimité. Après le point suivant de l'ordre du jour, Président, je me permets d'y passer directement. J'enchaîne. Parce qu'on a 17 points, donc vous voulez que j'enchaîne? J'enchaîne les 17, d'accord. Il s'agit de la présentation du budget primitif de l'EPCI, de l'EPIC Office de Tourisme Loire-Forêt pour 2024.
Alors, on devrait avoir un fonctionnement qui devrait s'équilibrer à 1 963 000 €, un investissement à 111 000 €, le tout pour 2 75 000 €. On a eu des prévisions qui sont relativement prudentes pour l'activité touristique. Déjà, parce que vous avez vu que le début de saison est très radieux, hein. D'ailleurs, ce soir, vous avez le choix entre agglo ou apéro. Vous avez choisi l'agglo. Il fait. Oui, oui. Maintien de la. Donc, pour l'année 2024, vous avez 900 000 € de prévus comme l'année dernière de subventions de LFA. Vous avez quelques prévisions de produits de services et de ventes diverses qu'on a un petit peu atténuées en sachant pas trop où on allait. On a mis une prudence en mettant 35 000 € de moins à peu près sur cette ligne-là, mais on a maintenu notre taxe de séjour à 150 000 € dans notre prévisionnel. Et puis côté dépenses, on a adapté la voilure pour équilibrer les comptes et maintenir à peu près le même soutien, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, à hauteur de 900 000 € pour 2024. Et puis concernant l'investissement, on va mettre quelques lignes d'investissement, entre autres pour refaire et retoiletter notre site web. Notre site web, parce que quand on regarde les chiffres, on a une fréquentation de nos bureaux d'information touristique qui ont été en belle progression, parce qu'entre 2023 et 2022, on a pris 15% à peu près de plus de fréquentation dans nos bureaux, avec 33 000 visiteurs pour 29 000 précédemment. Par contre, là où on était plutôt assez haut pendant les périodes Covid, où les gens utilisaient beaucoup Internet avant de préparer leurs vacances, on a un tassement des chiffres sur la fréquentation virtuelle de notre site web, puisque là, on a perdu à peu près 30% de fréquentation sur notre site. Donc, quand on a une baisse de cet ordre-là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que soit ils ne trouvent pas ce qu'ils viennent y chercher, soit qu'on ne sait pas les retenir, et donc il y a besoin de refondre notre site. Donc, on met des sous sur ce sujet-là et quelques autres sur des remplacements informatiques et autres. Y a-t-il des questions sur le budget primitif 2024 de l'Office du tourisme? Il n'y a pas de questions. Même sanction, hein, Robert. On demandera à Robert de ne pas voter. Qui serait contre? Qui s'abstient? Merci de cette unanimité. Le point numéro 4 concerne, comme on le fait régulièrement, des admissions en non-valeur sur les différents budgets de la commune suite à des allers-retours, des échanges avec le Trésor public et notamment le passage des créances qui sont à admettre en non-valeur et donc à apurer. Alors on va commencer par les non-valeurs du budget principal. Le montant à admettre en non-valeur au titre des créances éteintes représente un total de 925 €. Elles vont de 2014 à 2019 et le montant à admettre en non-valeur au titre des autres créances irrécouvrables s'élève à 4 984 €. Donc on vous demande de passer les 5 909,82 € en non-valeur. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Merci pour cette unanimité. Ensuite, on va passer au point numéro 5 qui concerne le budget annexe assainissement. Et là, on a des valeurs qui sont un petit peu plus fortes quand même, puisque le montant à admettre en non-valeur au titre des créances éteintes représente un total de 17 076 € et porte sur des factures émises de 2012 à 2023. Et le montant à admettre en non-valeur au titre des autres créances irrécouvrables s'élève à 96 576 €, le tout donc pour 113 653 €. Juste en aparté sur ces recouvrements, on dit que c'est important, mais c'est relativement similaire à l'année dernière, puisque le taux de recouvrement de 2023 s'est traduit à 97,82% pour 97,74%. Vous voyez, à un pouillon près, on est sur le même taux que l'année dernière. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, à passer au vote. Qui serait contre? Qui s'abstient? Merci de cette unanimité. On va aller sur les admissions en non-valeur du budget de l'eau.
Là, cette fois-ci, nous avons au titre des créances éteintes un total de 11 474 € qui porte sur des factures de 2019 à 2023 et au titre des créanciers recouvrables, 42 535 € à passer, le tout donc pour un total de 50 009 €. Même exercice que tout à l'heure, l'année dernière, on était à 97,75% de taux de recouvrement. Cette année, on est à 97,74%. Donc, on est étal aussi en termes de recouvrement sur ce budget. Y a-t-il des questions? Alors, qui serait contre? Qui s'abstient? Merci de cette unanimité. Ensuite, nous allons aux admissions en non-valeur du budget ordures ménagères. Et sur ce budget-là, nous avons en créance éteinte un total de 11 252 € qui concerne des factures émises entre 2015 et 2022. Et au titre des créances irrécouvrables, 8 065 €. Le tout donc pour un total de 19 317 €. Alors vous allez me dire, par rapport aux 2 budgets précédents, c'est vachement plus bas, mais vous savez que les ordures ménagères, c'est avec les impôts fonciers. Généralement, on paye plus facilement la facture envoyée avec les impôts fonciers que la petite facture à part en tant que telle. Ordures ménagères, on est sur un taux de recouvrement de 99,21%. On n'est pas très loin du strike. Y a-t-il des questions? Oui, vas-y, Thierry. Oui, bonsoir à tous. C'est pas une question, c'est une remarque. On en est à presque 200 000 € de créances qui sont mélangées sur des périodes totalement différentes entre 2012, 2023 et 2015, etc. Ce qui serait quand même intéressant d'avoir une vision. Alors j'entends les chiffres de 97-99%, mais sur un budget, vu que les factures viennent sur plusieurs exercices et que tous les ans on fait ce même constat d'avoir un certain nombre de créances irrecouvrables. Moi, je trouve que ça serait quand même intéressant d'avoir une vision par année des évolutions de ces chiffres. On est un peu moins quand même de 200 000 € de recours de créances qui sont annulées sur le territoire sur une année. Là. Alors vous allez me dire, c'est pas sur une année, ça représente plusieurs factures de partout. Mais comme c'est toujours mélangé et mis, on n'a pas une vision claire et limpide de ça. Et c'est ce que je regrette, notamment de la part du Trésor public qui fait la même chose pour les communes. Non, effectivement, j'entends la remarque sur 4 ans. Là, j'ai fait la comparaison justement par rapport à l'année dernière pour vous donner une clé de lecture sur 2 ans. Maintenant, s'il faut que l'année prochaine, on passe sur 4 ans, on mettra un tableau sur 4 ans, je pense que nos services sauront le faire, il n'y a aucun souci. Malgré tout, on retombera sur à peu près les mêmes valeurs, sachant que, encore une fois, c'est ce que j'ai dit au début, ce sont des allers-retours qui sont faits avec le Trésor public concernant le recouvrement possible ou non des différentes sommes. Mais bon, j'entends la remarque. Eh ben, on l'a fait voter sur le budget ordures ménagères, non? Il y a eu la question. Alors, qui serait contre ces admissions non valeur? Qui s'abstient? Merci. Le compte de gestion, bah, il était joint à votre dossier. Je ne sais plus si on fait compte de gestion d'abord et compte administratif d'abord ou dans le compte de gestion d'abord. C'est le travail du receveur qui n'a pas émis de remarques particulières sur le compte de gestion. Y a-t-il des questions sur ce compte de gestion? Pas de questions. Qui serait contre? Qui s'abstient? Merci. Et donc, on va passer au gros de la soirée. Enfin, au gros. Pas de gros morceaux, de petits morceaux. Mais le compte administratif. Alors, certains l'ont vu lors du bureau, d'autres l'ont vu lors de la conférence des maires, d'autres l'ont vu lors de la commission moyens généraux. Donc, ça sera, pour certains, peut-être même la 4e présentation. Donc, certains pourraient peut-être faire la présentation à ma place, d'ailleurs. Alors, on commence par le compte administratif du budget principal. Comme d'habitude, on fera
les autres budgets par la suite. La section de fonctionnement présente un excédent de clôture de un peu plus de 24 millions d'euros parce qu'on a fait... Ah, je vais plus vite que le Power. Voilà. Le budget principal en section de fonctionnement présente un excédent de clôture de 24 millions et des brouettes avec 82 millions 9 de recettes, dont près de 15 millions d'excédents reportés et 58 millions 8 de dépenses. On zoomera un peu plus sur cette section de fonctionnement dans le tableau qui suivra. Sur la section d'investissement, 23 millions 6 de recettes pour 24 millions 8 de dépenses. Donc, on a un déficit de clôture. Bah oui, si on dépense 24 millions 8 et qu'on a que 23,6 en poche, forcément, il y a un déficit de 1 million 2. Par contre, comme on avait une avance de 24 millions au-dessus, 24 millions 100 moins 1 million 2, il nous en a un excédent global de 22 millions 9 à la fin 2023. Mais c'est pas réellement ce qui nous reste dans les poches parce qu'il faut qu'on prenne les restes à réaliser qui sont en cours, qui étaient engagés et non encore payés. Et si on enlève ces restes réalisés et restes à réaliser en investissement, il nous reste, j'allais dire seulement, il nous reste 11 millions 6 en tenant compte de ces restes à réaliser. Si on fait un zoom sur le budget donc de fonctionnement, dépenses, recettes comme d'habitude. Vous le voyez affiché, on va déjà commencer sur la droite par les recettes. Des recettes qui sont globalement conformes à ce qui était prévu. 101% de la fiscalité envisagée, donc 40 millions d'euros sont rentrés en caisse. Et puis, l'ensemble des autres lignes de recettes ont été rentrées conformément à ce qu'on avait estimé. De l'autre côté, en dépenses, par contre, eh bien, on a moins dépensé que prévu. Et notamment, un des postes de dépenses que vous avez en rosé, sur le camembert en haut à gauche, représente les charges à caractère général, où on n'a réalisé que 83% de ce qui était prévu. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans cette ligne-là, entre autres? Les dépenses énergétiques. Si vous vous souvenez bien, voilà un peu plus d'un an, dans cette enceinte, on avait pris des décisions drastiques sur notamment les piscines, en décidant de fermer pendant tout l'hiver les 2 piscines. On avait pris des décisions concernant le chauffage des bâtiments intercommunaux, des gymnases. Et ça a porté ses fruits puisqu'on a moins dépensé énergétiquement que ce qui était prévu. On a aussi quelques investissements, notamment sur de l'éclairage public qui portent ses fruits parce que comme on passe plus en LED et qu'on éteint, forcément, on a moins de dépenses aussi sur ces choses-là. Voilà, grosso modo, on rentre en recette ce qu'on avait prévu et on a sorti en dépenses un petit peu moins que ce qu'on avait prévu. Donc, ça nous fait un solde à 11,6 millions, comme je disais tout à l'heure. Alors, on peut se réjouir d'avoir rentré nos recettes. Je ne sais pas si on a mis le tableau derrière. Oui. Sur ce tableau-là, pour certains, vous le connaissez, sur la partie gauche, c'était avant 2020. En bleu, vous aviez la partie sur la fiscalité sur laquelle Loire-Forêt avait la main. En clair, on décidait du taux, que ce soit de l'imposition des ménages ou de l'imposition des entreprises. Et puis arrivait la première cassure en 2020 avec la suppression de la taxe d'habitation, des abattements sur les valeurs locatives, des bâtiments industriels. Et là, vous avez vu, la partie bleue, elle divise de plus de moitié. Et la partie rouge, qui est la partie reversement de l'État, devient majoritaire sur nos rentrées d'argent en termes de ressources sur nos recettes de l'Interco. Et puis après arrive sur le dernier histogramme la suppression de la CVAE. Et alors là, vous voyez là en partie rouge, qui est à 63% à peu près, donc presque les 2 tiers. Les 2 tiers de nos rentrées d'argent aujourd'hui sont liés au reversement de l'État en fonction, entre autres, de la TVA. En clair, vous voyez bien que là où on maîtrisait avant nos ressources avec cette partie bleue, la partie bleue entre avant et maintenant, elle est en partie congrue. Ça veut dire que avant, on pouvait anticiper à peu près avec l'évolution des valeurs locatives, l'évolution de notre taux. On estimait notre recette. Aujourd'hui, on attend simplement fin juin les notifications de l'État pour nous dire vous aurez droit à ça. Donc, ça nous fragilise sur la stabilité, en tout cas, de notre gestion. Cette diapo, forcément, me fait réagir parce que il faut vraiment qu'on ait bien conscience
qu'il y a une véritable stratégie nationale qui date pas d'hier, mais qui se manifeste très clairement sur ce tableau. En bleu, c'est ce que nous décidons. En rouge, c'est ce qu'on attend des valeurs nationales qui sont pour le moment réelles. On nous compense à l'euro près la taxe d'habitation, on nous compense sur la TVA nationale. Mais peut-être que notre territoire a une TVA qui est meilleure que les autres. Quand elle est meilleure, si la TVA nationale est moins bonne, on est pénalisé. Si un jour on a une TVA moins bonne, mais que la TVA nationale est bonne, on sera solidarisé. Mais là n'est pas le problème. J'allais dire ça à la limite, pourquoi pas. Mais quand vous entendez aujourd'hui les déclarations qui sont de dire que nationalement, avec l'état de dette du pays que nous avons, il n'y aura pas de mesure d'augmentation d'impôts de la part de l'État, mais que on va demander 10 milliards d'euros d'économies aux collectivités locales, on va taper dans la partie rouge. Et c'est facile, on ne la décide pas. Donc en fait, si je vous fais une petite analogie qui n'engage que moi, mais c'est comme si un maire d'une commune dit « Ah mais moi, je n'augmenterai pas les impôts. Mais je réduis de 10% toutes les subventions que je donne aux associations. » Et les associations augmentent le prix des cotisations de leurs adhérents. Et les adhérents des associations diront « Le président, il nous a augmenté la cotisation cette année. » C'est un transfert de cible. Et c'est préparé. C'est préparé. La partie rouge, nous n'avons pas la main. Donc quand vous entendez des grandes déclarations de participation des collectivités locales aux économies nationales, aujourd'hui, tous les outils sont en place pour nous enlever les recettes. Et vous me connaissez, je n'ai pas l'habitude de faire de la politique nationale du tout, sauf quand ça touche nos politiques locales. Et là, clairement, on est touché de plein fouet. Toute déclaration qui signale la baisse des dotations aux collectivités, d'abord, elle sera effective, elle sera facile. Il suffit de diminuer les dotations. Et elle aura des conséquences énormes, puisque c'est quoi notre choix derrière? Soit c'est réduire notre capacité à faire, et quand dans le même temps, vous avez des discours de l'État qui dit aux collectivités, dont le département, mais bientôt ça va nous venir, recentrer vos politiques sur vos compétences obligatoires. Si Loire-Forêt recentre sa politique sur ses compétences obligatoires, il n'y a plus de fonds de soutien aux communes. Si le département recentre sur ses compétences obligatoires, il n'y a plus de soutien aux communes. Donc, ce qu'il faut bien comprendre derrière ce message, c'est que nous avons nationalement une politique qui n'assume pas ces réductions au titre du redressement d'impôts. Si nous voulons maintenir nos politiques avec une baisse du rouge, il faudra augmenter le bleu. Et le bleu, on ne va pas chercher loin, c'est le foncier et c'est la CFE. Point terminé, ou la création du versement mobilité. Mais on est bien d'accord que la création du versement mobilité, vu que c'est une taxe affectée, c'est pour la mobilité. C'est pas pour combler une baisse du rouge. Voilà, je vous mets tout ça en perspective parce que clairement, ce tableau, et merci Olivier de l'avoir montré, merci au service de l'avoir préparé, il est flagrant et il est parlant pour préparer une politique de diminution de dotation. C'est pour ça que nous sommes inquiets. Parce que tant qu'on était dans la partie gauche et que l'État pouvait nous dire on va baisser les dotations, on se disait qu'on avait de la marge. Là, quand ça va taper dans le rouge, tu peux poursuivre. Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Après,
Alors, on a parlé du fonctionnement du budget principal. On va aller aux investissements. Investissements, donc 19 millions d'euros de dépenses d'équipement, avec un taux de réalisation de 46%. Mais en fait, c'est un faux taux de réalisation, puisque je vous parlais tout à l'heure aussi des restes réalisés. Si on rajoute les restes réalisés, on est à 87% de ce qui était prévu. Donc, on est plus dans la plaque. Je vous propose de regarder un peu plus dans le détail ce sur quoi on investit, c'est 19 millions. Et notamment, le principal poste, qui, comme d'habitude, en haut à gauche, concerne la voirie et l'éclairage public, avec un peu plus de 11 millions d'euros. Depuis le début du mandat, c'est quand même 39 millions et demi, près de 40 millions, qui ont été consacrés sur voirie et éclairage public. Vous avez ensuite les autres investissements qui ont été réalisés, notamment sur le développement économique. L'année dernière, un peu plus d'1,5 million, mais ça fait 5 millions depuis le début du mandat. Le tourisme avec 850 000 euros l'année dernière, 2,7 millions depuis le début du mandat. Le THD juste en dessous avec 1,170 000, 6,6 millions depuis le début du mandat. Mais là, c'est la dernière fois qu'on a cette ligne-là, puisqu'on avait étalé la réalisation du THD qu'on avait voulu finir avant 2020, en demandant au ciel de pouvoir étaler les derniers paiements, ce qui est le cas. Donc, c'est notre dernier versement des derniers points de mutualisation que nous payons. Juste en dessous, en culture, 420 000 euros, 1,170 000 depuis le début du mandat. Habitat, gens du voyage, mais c'est surtout habitat, c'est que les gens du voyage sont rattachés à ce thème-là, avec un peu plus de 900 000 euros et un peu plus de 3 millions d'euros depuis le début du mandat. Les mobilités, 180 000 euros l'année dernière, 1,3 million depuis 2020. L'aménagement et l'urbanisme, 200 000 euros cette année, près d'1 million d'euros depuis le début du mandat. L'administration générale, 800 000 euros, près de 6 millions depuis le début du mandat. Les équipements sportifs, 1,3 million pour 2023 et 2,4 millions depuis le début du mandat. Et enfin, les rivières et l'environnement avec 610 000 euros pour un total de 1,9 million depuis 2020. Y a-t-il des questions déjà sur ce compte administratif du budget principal? Non? Alors, je vous propose de passer au... je fais les présentations, je fais le vote après. Ah, d'accord. Non? Moi, je reste. Mais si tu veux te lever à chaque fois pour chaque... Non, vas-y, vas-y. Bon. Je pensais que tu avais quelque chose sur ton téléphone et que tu Ah te ben, fais t'as partir dit. rapidement. T'as dit téléphone et tablette. Moi, je suis le téléphone. Certains VP sont ni l'un ni l'autre, mais voilà. Allez, budget annexe ordures ménagères, recettes 26 millions 8, dont 7 millions 2 d'excédents reportés. Et on a un niveau de recette qui est très fort par rapport à ce qu'on avait envisagé, puisqu'on est à hauteur de 107% de réalisation. Alors les 107%, ils ne sortent pas de n'importe où, c'est que, en fait, comme les bases locatives ont augmenté de 7%, pas forcément les ordures ménagères ont suivi l'augmentation des bases locatives. Donc on a récupéré dans l'escarcelle les 7% de plus. Au niveau des dépenses, 16 millions de dépenses. Ça, c'est beaucoup plus faible que ce qu'on avait prévu, puisqu'on est à 78% de réalisation. Et ça s'explique, entre autres, principalement par une baisse des tonnages. On a moins ramassé d'ordures ménagères cette année. Et la collecte sélective et les déchetteries ont bien fonctionné. Donc, on a eu une baisse de tonnage à traiter. Ce qui fait que 26 millions 8 moins 16 millions, on arrive à un résultat de clôture de 10 millions 7. En investissement, 1 million de recettes, 1 million 100 de dépenses, donc ça s'équilibre à peu près à 123 000 euros près. Et donc, si on les rajoute aux 10 millions 7 qui est au-dessus, on arrive à un excédent de clôture de fin d'exercice de 10 millions 9. Alors, ne vous dites pas, on a plein de pognon sur les ordures ménagères. Vous savez qu'il y a la théomie qui arrive, qu'il y a les bacs à acheter, il y aura le déploiement à mettre en place, tout ça, ça va être mangé prochainement par Pierre et les équipes de Pierre. T'es au régime, bon, oui. Bah, c'est un beau régime, hein, 10 millions 9, tu peux en faire du comme j'aime. Hein.
Allez, taux de réalisation des dépenses. Donc, je viens de vous le dire, 82% de taux de réalisation, 13 millions de réalisés. Et puis en face, 15 millions 4 de recettes, avec 107% notamment sur la fiscalité. Et bon, honnêtement, sur l'investissement, le slide suivant, ça on n'a pas, non, voilà, ça parle de lui-même. On équilibre simplement à 1 million. Le gros, effectivement, de nos investissements sont devant nous, avec la Théomie, avec la déchetterie du Nétrablet, avec des investissements aussi sur nos autres déchetteries. Mais honnêtement, que ce soit sur le budget principal dont vous parlez tout à l'heure, où on peut être serein quand même avec 11 millions d'avance, c'est une bonne gestion de bon père de famille cette année. Là, avec 10 millions d'avance sur les ordures ménagères, avec le gros programme qui arrive, on peut voir ce déploiement de cette Théomie avec sans avoir trop peur, puisqu'on a un peu d'avance. Par contre, on va arriver dans les 2 prochains budgets qui seront quand même nettement plus tendus. Y a-t-il des questions déjà sur les ordures ménagères? Non. Budget annexe assainissement. Recettes 24 millions 7, dépenses 12 millions 8 en section de fonctionnement, ce qui fait qu'on a un résultat de clôture en fonctionnement de 11 millions 9. En investissement, 11 millions 6 de recettes, 14 millions 8 de dépenses. Là, pour le coup, on a un déficit d'exécution de 3 millions 2. Et si on rajoute les déficits reportés de l'année dernière, qui étaient de 4 millions 4, on arrive à un déficit de clôture sur l'investissement à moins 7 millions 7. Donc forcément, les 11 millions 9 d'avance au-dessus sont bouffés par les 7 millions 7. Et il nous reste manger, excusez-moi, c'est le comme j'aime qui agit. Et l'excédent de clôture global donc, de ce budget sera de 4 millions 2. Mais 4 millions 2, honnêtement, en assainissement, bah, ça fait pas beaucoup quand même, parce qu'on n'en fait pas des kilomètres et des kilomètres. Si je vous propose de faire un petit tour sur les fromages habituels, sur le fonctionnement, vous retrouverez ici, en haut à gauche, en dépenses, 3,6 millions de dépenses à caractère général, avec un taux de réalisation de 78%. Un taux de personnel en dessous qui est en rouge à 2,2 millions, avec un taux de réalisation à 90%. Alors vous me direz, mais attendez, les frais de personnel, pourquoi on ne réalise pas tout ce qu'il faut sur les dépenses de personnel? C'est qu'on a des problèmes de recrutement. Entre autres, sur cette ligne-là, si vous connaissez un électromécanicien, on est preneur, parce qu'aujourd'hui, on ne trouve pas d'électromécanicien. Et puis donc, on est obligé de faire appel ponctuellement, des fois, à des recours à du privé pour faire du boulot qu'on ne peut pas faire en interne. Donc voilà, 90% de taux de réalisation sur les frais de perce. Je voulais vous donner quelques explications sur le sujet. En face, en recettes, on a réalisé nos recettes, notamment nos ventes de prestations de services qu'on facture à nos habitants pour 11 millions 8, donc de l'ordre de 99% de ce qu'on avait prévu. Donc encore une fois, on réalise nos recettes et un peu moins de dépenses, ce qui fait qu'on peut se dégager un excédent de clôture. Et puis, si on zoome sur l'investissement sur l'assainissement, vous voyez dans le fromage en haut à gauche, partie jaune, 8 millions 8 à peu près de dépenses d'équipement. Ça correspond à un taux de réalisation de 53%. Mais si on rajoute les restes à réaliser, on arrive à 81% de ce qui était prévu en investissement sur l'assainissement. C'est beaucoup mieux que l'année dernière, parce que si vous vous souvenez, l'année dernière, on avait quand même des taux qui étaient plus faibles. Alors bon, certains taux peuvent s'expliquer aussi avec des décalages. Il y a des contraintes extérieures sur certains chantiers. Je vais prendre un exemple qui me concerne sur Saint-Just-Saint-Rambert. On a un chantier qui était prêt depuis 2 ans. La DRAC nous a demandé de faire des fouilles archéologiques, qui nous a bloqué pendant 2 ans le chantier. Et puis voilà, 15 jours, 3 semaines, on a reçu un courrier pour dire maintenant, c'est plus la peine d'ouvrir. Bon, tant mieux, on va réaliser, mais il y a des décalages de ce type-là. Il y a certaines communes qui ont des problèmes de foncier parfois aussi, pour pouvoir avancer. D'autres qui ont des travaux qui n'étaient pas terminés, tout simplement. C'est pour ça qu'on appelle ça des restes à réaliser. Je pense entre autres à Sury, à la rue du 11 novembre, à Bonson, je crois que c'était la rue Georges Brassens, oui, ou à Chalannes-Comtal, il y a la rue du Stade. C'était des dossiers qui étaient engagés, pas terminés.
qui explique ce décalage. En recette, en face, pas grand-chose à rajouter sur le sujet. Y a-t-il des questions sur ce budget assainissement? Pas de questions. On va passer au budget annexe eau potable, avec en recette 16,4 millions, dont 1,4 million d'excédent de fonctionnement reporté de l'année d'avant, des dépenses pour 12,4 millions, un résultat de clôture donc qui s'élève à 4 millions d'euros. En investissement, 9,3 millions de recettes, 10,3 millions de dépenses. Donc, on a un résultat de clôture avec un excédent reporté donc de moins 985 000. 4 millions moins 985, on a, enfin 4 millions 11 et moins 985, on arrive donc à un excédent de clôture global de 3 millions d'euros à fin 2023. Sur le zoom plus spécifiquement sur le fonctionnement, vous retrouverez dans le camembert, encore une fois en haut à gauche, en partie jaune, les charges à caractère général qui sont élevées à un peu moins de 6 millions d'euros avec un taux de réalisation de 76%. On a fait entre autres certaines économies sur tout ce qui était aussi dépenses énergétiques, que ce soit pompe de relevage ou autre. Et même chose que tout à l'heure sur l'assainissement, avec 2,7 millions à peu près de frais de personnel, on a un taux de réalisation de 88% parce qu'on a aussi des difficultés à recruter certains agents sur ces sujets qui sont très techniques, que sont donc l'assainissement et l'eau potable. En face, en recette, on retrouve en recette 13,5 millions d'euros, un taux de réalisation de 93%. Alors, vous me direz, c'est presque le premier budget où on ne rentre pas tout ce qu'on avait prévu. Eh bien oui, parce que les gens font plus attention aujourd'hui à la quantité d'eau qu'ils dépensent. Entre autres, on a toujours autant de population, mais quand on essaye d'économiser, on économise l'électricité, mais on économise aussi un peu l'eau. Et donc, on a eu un peu moins de rentrée d'argent que prévu sur cet item. Et tout ça pour arriver sur l'investissement du budget eau potable avec 6,7 millions de dépenses d'équipement que vous avez dans le fromage en partie jaune, un taux de réalisation à 55%. Quand on intègre les restes à réaliser, on arrive à 92% de ce qui était prévu. En fait, sur l'année 2023, c'est 35 chantiers qui ont concerné 31 communes. Et puis vous avez en face la partie verte en recettes, le gros de nos recettes pour financer les investissements qui proviennent des emprunts pour 3 millions d'euros. Y a-t-il des questions sur ce compte administratif eau potable? Non. Alors on va aller au budget annexe transport. C'est pas le plus compliqué. 2,8 millions de recettes pour 2,8 millions de dépenses, un résultat de clôture à 0. Bah oui, forcément, on va chercher dans notre budget principal. La subvention d'équilibre, contrairement aux autres budgets qu'on a vus avant, lui peut être équilibré par le budget principal à hauteur de 2 millions 100. En section d'investissement, 16 000 euros. En dépenses, 0. Bon, voilà, c'est pas le compte administratif de l'année quand même. On a un excédent de clôture de 16 000 euros à fin d'année 2023. Je vous fais grâce des fromages qui suivent. Ils ont peut-être été retirés d'ailleurs. Oui. Ouais, et vous avez été retirés. Ouais, bon, si je fais quand même la suite et puis tu sortiras après. Ah. Non, mais je vais faire la prospective financière quand même. Oui, mais là, je vais faire la prospective financière d'abord. D'accord. T'es le président, mais c'est moi qui fais le power. Alors, chaque année, facile. Quand on fait le compte administratif, j'aime bien faire déjà un flash sur notre épargne de gestion, sur là où on va, là où on en est sur notre taux d'endettement, en combien de temps on peut rembourser nos emprunts. Enfin, oui. Donc, pour ce faire, on remet à jour chaque année une prospective. Donc, à gauche, vous avez la prospective 2022 et à droite, la prospective 2023. Donc, vous voyez que là où les courbes se rassemblaient plus vite en 2022, on a retrouvé
enfin, on a conservé à peu près notre marge de manœuvre sur 2023 entre les deux courbes bleues et rouges. Elle continue à se rapprocher si on se projette sur 2026. Mais pour faire nos hypothèses, on est parti du principe qu'on gardait la même fraction de TVA reversée par l'État, donc à hauteur de 15 millions. On a gardé le principe que on perdait le FPIC. On a pris comme base aussi sur ces évolutions le fait d'avoir des bases fiscales qui augmenteraient d'à peu près 3,9 en 2024, 2 en 2025, 1 en 2026. Donc, en clair, il faut quand même prendre des hypothèses pour faire une prospective. Sur le tableau suivant, vous aurez là l'évolution du taux d'épargne. Vous avez le tableau qu'on vous a présenté l'année dernière et le tableau qu'on vous présente cette année. L'année dernière, on envisageait qu'en 2023, on aurait un taux d'épargne de 18% et qui se dégraderait après par la suite. Eh bien, on voit qu'après le compte administratif que je viens de vous présenter, en 2023, on est à 20,8. Donc, on a relativement stabilisé notre taux d'épargne de gestion puisqu'on est encore au-dessus de ce qu'on avait fait en 2020, 2021. Légèrement en dessous de 2022, mais encore sur un taux d'épargne de bonne facture. En clair, vous le voyez, la courbe, elle se casse la figure dans les années qui suivent, et si on veut garder notre marge de manœuvre, eh ben, il est assez crucial pour nous de conserver notre FPIC, parce que c'est quand même 1,5 million d'euros qui rentrent dans nos caisses, et si on les perd, eh ben, forcément, notre épargne elle se dégrade. Tout ça pour finir avec le dernier tableau sur le budget principal sur la prospective, avec la capacité de désendettement. Même tableau qu'avant, ce qu'on vous a présenté l'année dernière et ce qu'on vous présente cette année. L'année dernière, on avait prévu qu'en 2023, on serait à 4 années à peu près de capacité de désendettement. Et là, vous le voyez sur le tableau de droite, on n'est pas sur 3,97 années, 4 ans on va dire, mais 3,35. 3,35, c'est moins que l'année dernière, on était à 3,42. C'est un an de moins qu'en 2020, où on mettait 4,39 années pour rembourser. On a gratté un an de désendettement en 4 années sur notre gestion. Ça, c'est dû, entre autres, aux équipes au quotidien qui font aussi attention à leurs dépenses. C'est dû aussi à d'autres décisions qu'on a prises. Vous rappelez-vous, là, voilà 2-3 ans, quand je vous avais dit on va racheter nos crédits au Crédit Agricole parce qu'on avait des crédits anciens qui étaient avec des forts taux. Le fait de les avoir diminués à ce moment-là, on pourrait plus le faire aujourd'hui, clairement. Ça nous a redonné aussi des bouffées d'oxygène. On a pris... voilà, c'est un bel appel d'air. Juste en termes de comparaison, parce que parfois, il y en a certains qui veulent se comparer sur 4 ans. Moi, j'aime bien me comparer par rapport à d'autres collectivités. Si on prend la communauté d'agglo de Vichy, aujourd'hui, ils sont sur 11,3 ans en taux de désendettement. Quand nous, on est à 3,3. Bourg-en-Bresse, ouais, ça fait pas Bourg-en-Bresse, non, je sais pas, Bourg, bon, comme vous voulez, vous m'avez compris. 9,1 années, 3 fois plus que nous. Voilà, c'est juste pour vous donner des repères par rapport à d'autres communautés d'agglo. On est dans des repères, je vous signale que ces résultats, et vous le savez bien, arrivent dans des contextes particulièrement compliqués. L'augmentation de l'énergie, l'inflation, etc. Toutes les décisions à un moment donné politiques que nous avons prises, politiques locales que nous avons prises, ont contribué à ces bons résultats de compte administratif. Vous constatez également qu'il y a un désendettement de l'agglo sur son budget principal, alors qu'on entend ici ou là des voix qui s'élèvent sur de multiples économies que nous pourrions réaliser, ce qui n'est pas totalement faux, mais il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. On voit bien que là, la mutualisation et le fait d'avoir une ingénierie à 87 communes, ça porte ses fruits financièrement. On a trop souvent dit que c'était un échelon supplémentaire qui coûtait cher. On est non seulement une agglo qui absorbons les différentes difficultés que nous avions, même si on est capable de vous montrer un tableau où nous sommes de moins en moins libres sur nos taux de fiscalité, mais on est aussi une agglo qui, par rapport à d'autres, n'ont toujours pas levé des impôts que les autres lèvent. Et quand on fait du benchmarking sur les taux d'imposition, nous ne sommes pas non plus, et de loin, les plus élevés. Autrement dit, une fois de plus, quand on se regarde, on peut toujours se faire peur. Quand on se compare, je vous assure qu'on se rassure.
Ah, c'est plus positif que le message de tout à l'heure. Ouais, c'est pas pareil. Allez, une petite prospective sur l'assainissement. Non, l'ordure ménagère, excusez-moi, les ordures ménagères d'abord. Alors là, c'est en une slide. On a pris les mêmes. Non, la petite. Non, c'est la courbe. Voilà. Là, sur la courbe de gauche, vous avez l'évolution de l'épargne de gestion du budget. Vous voyez que le bleu et le rouge, pour le coup, se sont bien écartés. Bah, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On est en très fort positif, de l'ordre de 10 millions d'euros. Donc, on le revoit sur cet écart entre les deux courbes. Par contre, je vous ai dit, attention, il faut bien ça pour absorber ce qui arrive derrière. Ben là, vous l'avez en concret. La courbe bleue et rouge qui doivent s'équilibrer normalement, puisque sur ce compte doit s'équilibrer tout seul, bah, on va retrouver mécaniquement un équilibre entre nos dépenses et nos recettes. Et donc, vous avez en traduction sur la courbe de droite l'évolution du taux de gestion, le bon de l'année dernière en 2022 et 2023 donc de cette année dont on parlait tout à l'heure, et le retour progressif à un taux qui sera plutôt de l'ordre de 1% dans les années 2025-2026. En bas, je vous ai remis simplement le PPI, et notamment, on a 1,5 million d'euros qu'on prévoit éventuellement en emprunt pour pouvoir financer, entre autres, ce que je vous disais tout à l'heure, la déchetterie du Détrablet. Donc, si on peut éviter de faire le 1,5 million, ça serait bien, mais on l'a quand même écrit dans notre prospective au cas où. C'est pour ça que sur la courbe du bas qui était à 0, vous avez quand même un petit pic pour les années à venir. Il y a des questions sur cette prospective ordure ménagère? Non. Sur la prospective assainissement, là, on a pris en hypothèse de continuer sur un rythme annuel de 5,5 millions d'investissement sur cette prospective. On a aussi remis voilà, ce qu'on avait dans les résultats de clôture. Et là, pour le coup, on arrive sur une stabilité du taux de notre épargne brute, puisque par rapport aux recettes, vous avez à partir de 2023 une stabilisation autour de 19%, 18-19%. Et là, sur 2024, 2025, 2026, on resterait stable autour de 17%. C'est la courbe de droite en haut. Et la courbe du bas, elle aussi, représente l'évolution de la capacité de désendettement. Et là, on retrouve une stabilité pour de 2023 jusqu'à 2026 qui nous ferait un taux d'endettement qui serait autour de 10 ans, tel que le programme est défini aujourd'hui. Des questions sur cette prospective? Non plus. Et la dernière, la prospective eau potable. Alors là, pour établir la prospective, on a établi sur la base d'un tarif cible de 80 € de part fixe, des 2,20 € de part variable et une progression de 2% après la période de lissage de 5 ans. Et on a aussi pris en compte la prospective qui prévoit un programme d'investissement entre 6,5 millions et 7 millions par an. Et là, vous avez également l'évolution de notre épargne brute qui se stabilise, oui et non, parce qu'en 2024, il y a encore une petite chute quand même à 7%, mais qui devrait se stabiliser autour de 16-17% sur 2025-2026, et un ratio de désendettement, lui aussi, à nouveau relativement à peu près proche des 10 années, puisqu'on atterrirait en 2026 sur 9,47 années de ratio de désendettement. Est-il des questions également sur cette prospective eau potable? Non. Alors, président, nous pouvons reprendre la suite et aller sur les deux petits budgets qui vous faisaient souci, avec le budget annexe atelier protégé, qui était le point 5. Alors, le chapitre 5 de votre point 10, 9. Atelier protégé partagé, oui. Ouais. Protégé, c'est... Pourquoi pas? Et pourquoi, si on avait un atelier protégé dans l'atelier partagé, ça serait bien. On ferait de l'intégration des personnes handicapées et je trouve que tout le monde serait content.
Alors là, le budget annexe de l'atelier partagé, il est relativement simple. On a un résultat de clôture sur le fonctionnement qui s'établit à 179 107 €. Vous avez le détail sur votre note et vous avez également un investissement 11 millions 7 d'investissement. Donc l'un dans l'autre, on arrive à un budget cumulé à 190 805 €. Et comme vous adorez ces budgets annexes, on va finir par le réseau de chaleur. Oh non, oui, il y en avait encore un autre derrière. Ben oui. Bon, bah alors on finira plus tard. Avec le budget de réseau de chaleur qui, lui, s'équilibre avec un budget principal qui s'équilibre à 5 362 €. Vous m'excuserez, c'est quand on passe des gros budgets aux petits budgets. Ah non, non, mais un réseau de chaleur à 5 millions, là, ça vaudrait le coup, hein. On pourrait chauffer tout Montbrison, hein. Bon, c'est quand même pas le plus gros budget, je pense, où il y aura de questions. Budget annexe de zone économique. Là, vous avez le détail de chaque zone économique qui vous est présenté dans la note de synthèse. L'ensemble des stocks comptabilisés donc s'élève aujourd'hui à 5 121 976 €. Et là, le président peut sortir pour effectivement qu'on passe au vote de tous les budgets, un par un. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un par un ou groupé? On fait un groupé? Alors, je vais faire la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose pour le fait de faire un budget collectif? Il y a personne qui s'oppose, il y a personne qui s'abstient? Un vote collectif. Donc, on est tous d'accord. Donc, qui est contre ce compte administratif de ces différents budgets? Qui s'abstient? Merci de cette unanimité et ben, le président peut revenir si... Merci madame. Bon, une fois qu'on a procédé à tout ça, bah, vous avez vu que y a des résultats, faut les affecter. Ah mais il a déjà attaqué le buffet en fait. Oh, tu dois pas manger grand chose en ce moment parce qu'il reste plus grand chose sur la peau de notre président maintenant. Il va faire un temps au marathon ce week-end, vous allez voir. On va tous suivre ça. Je pense qu'il a dû perdre 10 kilos depuis 2 mois. C'est moi qui les ai pris, hein, vous inquiétez pas. Alors, enchaîne au lieu de dire des âneries. Mais c'était pour meubler le temps. C'était pour meubler le temps que tu reviennes. Alors, président, pour votre information, vous avez eu l'unanimité sur le compte administratif. Alors, proposition d'affectation du résultat. Sur le budget principal, on vous propose de reporter 11,6 millions en excédent de fonctionnement, 1,2 million en déficit d'investissement reporté, 12,5 millions au compte 1068 pour couvrir le déficit cumulé d'investissement à fin 2023. Pour le budget ordure ménagère, 9 854 000 en excédent de fonctionnement reporté et 123 000 en excédent d'investissement reporté. Et à affecter 926 865 € au compte 1068 pour couvrir le déficit cumulé d'investissement à fin 2023. Sur le budget assainissement, on vous propose de reporter 2 884 000 € en excédent de fonctionnement, de reporter 7 667 000 en déficit d'investissement reporté, d'affecter 9 029 000 € au compte 1068 pour couvrir le déficit cumulé d'investissement et d'affecter 7 200 € pour couvrir les plus-values de cession de biens non affectés. En budget eau potable, on reporte 2 482 000 € en excédent de fonctionnement. On reporte 985 000 en déficit d'investissement. On affecte 1 529 000 au compte 1068 pour couvrir le déficit cumulé d'investissement et d'affecter 25,79 € pour couvrir les plus-values de cession de biens non affectés en 2023. Sur le budget transport urbain, reporté 16 778 € en excédent d'investissement, pas de report en section de fonctionnement, et le budget atelier partagé, reporté 179 107 € et
en excédent de fonctionnement reporté et reporté 11 697 € en excédent d'investissement reporté. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Maintenant qu'on a affecté, il va falloir passer les décisions modificatives. Donc le point 11 concerne la décision modificative du budget principal. Cette décision modificative, elle vous propose d'intégrer les résultats et reports de l'exercice précédent. Elle vous propose d'ajuster les prévisions en recettes suite aux notifications de l'État et notamment les fiscalités DGF compensation et en recettes relatifs au reversement de la fraction de TVA également. On ajuste des crédits relatifs à la contribution du SDIS parce qu'on a une hausse de 294 000 € quand même du SDIS. Il n'est pas là d'ailleurs, Michel Robin. C'est son cheval de bataille et effectivement, là, on a un gros ajustement pour la protection incendie. On a l'ajustement de la contribution éclairage au ciel également avec une hausse de tarifs, des inscriptions de travaux complémentaires, entre autres pour le gymnase de Noir-Étable. On a une augmentation du virement à la section d'investissement qui passe de 2,5 millions à 13,3 millions. Là, on fait un gros gap effectivement sur ce qu'on vire à la section d'investissement. Et on baisse les emprunts 2024 qui passent de 17,4 millions à 8,3 millions. Tout ça pour avoir des budgets qui s'équilibrent à 52 millions d'euros. Et on a 1,3 million de fonds de soutien aux communes, effectivement une rallonge qu'on doit rajouter sur 1,3 million sur l'enveloppe numéro 3, qui est l'enveloppe ouverte à tous, si vous vous souvenez bien, 10% plafonné à 300 000. Y a-t-il des votes contre, des questions sur, excusez-moi, y a-t-il des questions sur cette décision modificative? Ah. Thierry. Oui. C'est Fanny qui va répondre. Et je vois qu'il y a un ajustement sur les travaux du près de la Lune. C'est 450 000 €, c'est pas une paille. On peut savoir ce que c'est, s'il te plaît? Bonsoir à toutes et tous. Donc, l'ajustement auprès de la Lune, c'est un projet pour la prévention des inondations, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, la zone artisanale à Montbrison était régulièrement inondée et là, on a pu faire l'acquisition justement d'une parcelle de terrain qui va être réaménagée, qui va être, pour faire en grosso modo, décaissée et qui va permettre de pouvoir absorber toutes les eaux pluviales qui, jusqu'à maintenant, lorsqu'elles arrivaient à ce niveau-là, la surcharge au niveau des eaux pluviales était le réceptacle et débordait sur la zone artisanale. Pour le coup, tout va être réaménagé et c'est un gros projet pour la prévention des inondations pour toute cette zone économique. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Autrement dit, c'est le budget général GEMAPI. Ça te va? Allez, on va passer au vote. Qui serait contre cette décision modificative? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, on a la décision modificative numéro 1 qui concerne le budget assainissement. Et là, on intègre essentiellement les résultats 2023, les reports de l'exercice précédent. On a des inscriptions en dépenses et recettes de subventions versées aux particuliers au titre des travaux d'eau pluviale. On a divers ajustements en écriture d'ordre. On a surtout l'inscription de crédit pour le virement à la section d'investissement qui passe de 1,3 million à 3,2 millions. Donc un beau versement. Et une baisse de l'emprunt 2024 qui passe de 9 millions à 7 millions. Tout ça s'équilibre dans cette décision modificative avec un équilibre à 24 millions 7. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Merci. La décision modificative qui suit concerne le budget de l'eau. Budget de l'eau, alors là on intègre les résultats et les reports également de l'exercice précédent. On a divers ajustements aussi, écriture d'ordre. On a surtout l'inscription de crédit pour le virement à la section d'investissement qui passe de 28 000 € à 1 872 000. Donc et là aussi un gap. Et la baisse de l'emprunt qui passe de 8 millions à 6,2 millions. Tout ça s'équilibre en synthèse d'équilibre de l'ADM à 11,8 millions.
Y a-t-il des questions sur cette décision modificative sur l'eau? Pas de questions. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Le point suivant, alors on est sur les ordures ménagères. Les ordures ménagères, on intègre les résultats 2023 et les reports de l'exercice précédent. On inscrit des crédits relatifs au déploiement de la TEOMI. On inscrit la participation au centre de tri Trivaloir. Et puis on a également quelques écritures d'ordre. On a des inscriptions de crédits pour le virement à la section d'investissement qui passe de 800 000 € à 6,2 millions et une baisse de l'emprunt 2024 qui passe de 3,8 millions à 0. Tout ça pour équilibrer notre décision modificative à hauteur de 12,8 millions. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci, c'est unanimité. On est au point 14. 15. 15, le budget transport urbain. Alors, on intègre à nouveau les résultats et reports de l'exercice précédent. On ajuste des crédits au chapitre 67, entre autres pour des annulations de titres émis sur un exercice antérieur. Et on ajuste la subvention d'équilibre versée par le budget principal. Tout ça fait une synthèse d'équilibre à 45 000 €. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Je vous propose de passer à la décision modificative des ateliers partagés. On intègre les résultats et reports de l'exercice précédent, on fait quelques ajustements d'ordre. Tout ça pour s'équilibrer à 179 000 € en fonctionnement et 173 000 en investissement, et le tout pour 352 911 €. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, qui est contre, qui s'abstient? Merci. Et le dernier, 17e point, le budget des zones économiques. Et là, la décision modificative, elle est due essentiellement à des ajustements de crédit relatifs à la vente d'un terrain sur la zone de Champ-Bayard. Donc, comme on a vendu, on enregistre des mouvements. En l'occurrence un mouvement de 20 000 €, et donc on a une synthèse d'équilibre qui s'effectue sur cette somme. Y a-t-il des questions? Pas de questions? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui serait contre? Qui s'abstient? Et voilà, Président, j'en ai terminé pour ces 17 points finances. Écoute, merci Olivier. Qu'est-ce que c'est? Alors, je vais vous dire, les gens qu'il faut remercier, c'est les gens des services. Parce qu'ils font un boulot formidable. Si on a des comptes aussi comme ça, c'est qu'ils savent nous alerter quand il y a des choses qui partent de travers. C'est eux qui savent gérer les choses. Et honnêtement, moi, ces applaudissements, je pense qu'il faut leur envoyer à eux parce que quels que soient les services. Merci. Je sais bien que c'est toujours bien les applaudissements. Je vous rappelle juste que c'est interdit, quoi. Mais bon. Mais je dirais rien. Alors, il y a 3 points de commande publique. En l'absence de Yves Martin, je vais les présenter relativement succinctement. Et s'il y a des questions, je laisserai les vice-présidents concernés pour répondre. En sachant que le premier sujet, le point 18, c'est le marché de travaux de réhabilitation de la canalisation d'eau potable située au lieu d'Ilestra sur la commune de Saint-Laurent-Rochefort. La note de synthèse est relativement détaillée. Il vous est proposé d'attribuer ce marché à l'entreprise SMTP pour un estimé de 398 784, soit 478 000 € TTC. Ça correspond à sa solution variante, toutes tranches confondues. J'espère que la commande publique n'est pas un allergène particulier. Y a-t-il des questions sur ce marché? Thierry? Attends, je te donne le micro dès que ma souris fonctionne.
Est-ce que ça concerne l'ancien réseau du Dardanais ou pas? Alors, Parce que comme c'est au même endroit et que je sais pas, voilà. Patrice. Alors, bonsoir. C'est un réseau, en fait, c'est une canalisation qui fait 11 km, 11 km linéaires. C'est des travaux qu'on a commencé depuis la prise de compétences qui vont se terminer en 2025. Ces travaux qui ont eu lieu sur Palonnieux. C'est une canalisation qui relarguait les CVM. Donc là, on est aidé par l'agence de l'eau. Donc elle fait 11 km. Alors où est-ce qu'elle passe exactement? C'est pas forcément Dardanelles. C'est une partie. C'est ce qui a été lancé, 11 km. Donc de 2020 à 2025, alors on aura fait le boulot pour tous ces abonnés. Voilà. Pas d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le marché suivant, c'est le marché de travaux de réhabilitation des réseaux d'assainissement et d'eau potable et des réseaux secs, rue du Penable sur la commune de Saint-Just-en-Ambert. Là encore, une note particulièrement détaillée, et il vous est proposé d'attribuer le marché au groupement SPTP SEETP Robinet pour un montant de 653 750 € hors taxe, soit 784 504,80 € TTC. Est-ce qu'il y aurait des questions? S'il n'y a pas de questions, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et le dernier, c'est un chantier de voirie sur la commune de Montbrison. C'est l'avenue Thermale, devant le site GG. Chantier relativement important, et il vous est proposé d'attribuer les marchés pour le lot 1 voirie à Eiffage Route et pour le lot 2 en signalisation tricolore à Bouygues Énergie. Vous avez les montants qui vous ont été notifiés. Est-ce qu'il y aurait des questions sur ce chantier? S'il n'y en a pas, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je vous précise juste pour les communes concernées, cette avenue éminemment traversante, ça a commencé aujourd'hui, ça va durer 6 mois et c'est fermé à la circulation pendant 6 mois. Merci Olivier, ça va être le bordel. Donc il y a des déviations de prévues, mais voilà, l'avenue Thermale, là, c'est compliqué. Je laisse la main à Georges Thomas sur des dossiers voirie. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à tous. Alors, 4 sujets voirie ce soir. Le premier concerne l'approbation du plan de prévention du bruit dans l'environnement, le PPBE, à sa 4e échéance. Alors, vous avez tous lu la note de synthèse, inutile que je vous relise tout. Simplement, on va résumer. La directive européenne indique que les grandes structures, les grandes agglomérations doivent faire appel des cartes de bruit stratégiques, de plans de prévention du bruit dans l'environnement. L'objectif est bien entendu de protéger la population et les établissements scolaires ou de santé des nuisances sonores excessives, de prévenir de nouvelles situations de gêne sonore et de préserver les zones de calme. Dieu sait si c'est important. L'ambition de cette directive est également de garantir une information des populations sur leur niveau d'exposition sonore et sur les actions prévues pour réduire cette pollution. Alors, qui est visé? Dans ces textes, les infrastructures routières supportant un trafic de plus de 3 millions de véhicules par an. L'Orfort Aglo, en tant que gestionnaire des voies supportant ce type de trafic, est responsable de l'élaboration de ce PPBE. Et la première étape d'élaboration de ce plan a consisté à dresser un diagnostic des secteurs. Sont concernés pour l'Orfort l'avenue Charles de Gaulle et les boulevards Duguay, Carnot et Gambetta sur la commune de Montbrison, l'avenue de la Mairie à Bonson et l'avenue Pierre-Zacharie à Saint-Cyprien. C'était la première étape. La seconde a consisté à établir le plan des actions réalisées depuis 10 ans et citées dans le cadre du précédent plan. La troisième et dernière a consisté à recenser une liste d'actions à venir permettant d'abaisser l'exposition sonore de nos concitoyens et à les organiser dans un programme global. Étant donné le très faible nombre de personnes exposées aux nuisances sonores, selon les seuils fixés par la loi, l'Orforêt n'envisage pas de financer d'actions individuelles, mais poursuit son programme de mesures préventives pour apaiser les vitesses et encourager l'utilisation de modes de déplacement doux, moins générateurs de bruit, développement des modes doux, parking et covoiturage. L'apparition sur le site internet de la collectivité au siège de l'Orforêt et dans la publication dans la presse locale avec avis de mise à disposition. Aucune remarque n'a été émise par les riverains.
Il est donc proposé au Conseil de bien vouloir approuver ce plan de prévention du bruit dans l'environnement sur le territoire de Loire-Forêt-Aglo, 4e échéance pour 2024-2029. Vous n'avez pas de questions? Merci bien. Qui serait pour? Ah, excusez-moi, qui serait contre? Et qui s'abstiendrait? Eh bien, vous avez beaucoup de mérite à avoir voté. Merci beaucoup. Après, on rentre dans les fonds de concours. Alors, vous les connaissez par cœur. On parle d'abord d'un fonds de concours voirie. Vous savez qu'une commune peut apporter un complément pour réaliser un projet. Dans le cas d'espèce, il s'agit de la commune de Précieux. Pour un montant TTC de l'opération de 97 035 €, avec un montant maximum de fonds de concours possible à 34 320, et la commune se propose d'apporter 30 000. Si vous n'avez pas de questions, merci encore. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Merci pour Précieux. Alors, le fonds de concours retour voirie, vous savez ce qu'il en est, vous savez les caractéristiques des conditions d'application. On peut récupérer, entre guillemets, du retour voirie sur les AC. La commune de Luriec, pour la création d'un pump track. Vous savez ce que c'est qu'un pump track? Eh bien, vous étiez comme moi, j'ai regardé pour ne pas être idiot. Ben, c'est un truc avec des bosses pour les vélos, les machins comme ça. Je ne me trompe pas, hein? Pour les sportifs. Merci bien. Le montant TTC de l'opération était de 160 000 €, 162 €. Non, moi, les bosses, je les passe à cheval, excusez-moi. Alors, les vélos, vous savez, bon. Le montant des dépenses arrive à 67 155. Le montant maximum du fonds de concours était de 33 578. Et le fonds de concours apporté par LFA au titre de la voirie, 24 990. Pour Périgneux, la création d'un espace commercial et d'un parking pour un montant TTC de 823 702 €, avec un montant maximum de fonds de concours 229 818. Et le fonds de concours apporté par LFA sera de 34 177. Et enfin, vous connaissez le troisième fonds de concours voirie, c'est l'offre de concours. Ah oui, excusez-moi, dans l'ambiance, je pensais que vous alliez dire oui, vous êtes contre? Vous vous abstenez? Eh bien, merci beaucoup. Vous n'aviez pas de questions non plus. Excusez-moi, la soirée, après le budget, vous comprenez, j'ai comme un coup de mou. Pardon. Bien. Bah, écoute, on rentre de vacances. L'offre de concours voirie. Alors, l'offre de concours voirie, restons sérieux, je vous en prie, le sujet est d'importance. C'est ce qui permet d'aller jusqu'à 78% d'apport pour compléter les projets d'une commune. Et l'hôpital de Grand, pour le cheminement piéton de la route du Niat, propose pour un montant de 67 100 TTC sur l'opération d'apporter 33 800, alors que le fonds de concours maxi possible, le fonds retour, enfin oui, voilà, bon, le fonds de concours était 33 844. Est-ce que vous auriez des questions? Ben, je vous dirai pas merci cette fois, mais bon, quand même. Qui serait pour? Allez. Qui serait contre? Est-ce que certains s'abstiendraient? Eh bien, merci beaucoup pour la voirie. Merci Georges pour cette présentation extrêmement dynamique. Evelyne, je te souhaite le même dynamisme pour le contrat de cession, dont Procopio. Oui. Il y a donc des représentations de l'Opéra Bouffe, donc Procopio, qui auront lieu les 7 et 8 juin prochains à Servières. Et c'est dans le cadre de la saison culturelle de l'atelier musée de la broderie au fil d'or. On a donc des frais d'hébergement pour l'équipe artistique. Du coup, on va vous demander d'approuver un avenant au contrat qui avait été signé préalablement pour la somme de 6 351,20 €. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Une abstention. Merci. On poursuit avec des modifications de tarifs des établissements d'accueil du jeune enfant. François Forcher. Merci.
Bonsoir. Donc moi, c'est un sujet hyper rapide en fait, c'est de mettre 15% de majoration aux communes qui ne sont pas de Loire-Forêt et qui n'ont pas conventionné avec Loire-Forêt sur les accueils au niveau des crèches. Alors pour information, depuis mon début de mandat, c'est jamais arrivé, mais on n'avait pas de tarification au cas où ça puisse arriver. Donc voilà, on vous demande d'approuver cette majoration de 15% et d'autoriser le président ou son représentant légal à signer toutes les conventions. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Merci, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, merci. Voilà. Et puis nous allons passer aux bonnes nouvelles. Je suis sûr qu'il va dire ça, notre ami Jean-Paul. Oui, merci. Merci, Président. Ouais. Bah ouais, je ne veux pas plomber l'ambiance. Hein. Le conseil communautaire se déroule dans une ambiance extraordinaire. Moi, je vais apporter un peu d'argent aux communes. Je pense que donc ça va faire quelques euros. Donc, on va continuer dans la même trace. Donc, le cercle vertueux, vous connaissez tous comment ça fonctionne, puisque vous êtes nombreux à le solliciter toutes les années. Donc, je ne reprendrai pas toute la diapo, ça ne sert à rien. Simplement, aujourd'hui, donc, nous allons verser, voter pour verser donc, les montants des sommes qui ont été allouées aux communes qui ont fait les travaux et donc tout est en ordre, donc on va pouvoir leur verser l'argent et ces communes elles sont 6, à savoir Écotais, Husson, Vêtre-sur-Arzon, Sailly-sous-Couzan, Estivaille et Saint-Paul-du-Zor. Voilà. Donc c'est pas des sommes aussi importantes que celles que Olivier a parlé, donc j'aurai pas d'ovation, mais je vous demande quand même d'autoriser le président à signer toutes les conventions qui sont nécessaires avec chacune des communes. Est-ce que vous avez des questions? Non. Eh bien donc, qui serait contre? Qui s'abstient? Merci pour l'unanimité. Je rappellerai juste une petite chose, c'est que les communes qui souhaitent faire des travaux en courant d'année, vous pouvez demander une dérogation pour les réaliser, elle vous sera accordée. Le cercle vertueux, c'est juste notre argent qu'on se redistribue, hein, avec les règles bien évidemment, mais si vous avez besoin, par exemple, je ne sais pas, de changer une chaudière et c'est urgent, demandez une dérogation, vous l'obtiendrez, vous pourrez faire vos travaux tranquillement. Par contre, l'argent du fonds de concours, le reste seulement en 2025. Voilà, Président. Merci beaucoup. Je laisse la parole à David Buisson pour des conventions avec le syndicat de la Fourme, notre syndicat de la Fourme, notre fromage. Merci, Président. Bonsoir à toutes et tous. Donc, il s'agit ce soir d'attribuer, comme chaque année, la subvention au syndicat de la Fourme. Je souhaite faire quelques rappels sur le syndicat, à quoi il sert et quelques chiffres. C'est 58 exploitations agricoles qui sont concernées sur l'appellation. Aujourd'hui, il y a 7 transformateurs de fourmes. Au niveau des tonnages, il y a une légère baisse depuis 2 années. 2021, on était sur une année exceptionnelle avec 734 tonnes qui ont été vendues. 2022, une baisse qui était à 688, mais qui reste quand même une année exceptionnelle. Et pour 2023, on est à 639, donc une baisse de 50 tonnes, enfin 49 tonnes exactement. Donc je vous incite fortement, mes chers collègues élus, à consommer de la fourme matin, midi et soir pour que ces tonnages augmentent pour l'année prochaine. Les objectifs du syndicat sont très simples, il y en a 6. Je tiens à vous les rappeler pour que vous sachiez exactement à quoi ils servent. Évidemment, c'est le garant du cahier des charges de cette appellation de notre fromage. Le syndicat a également des missions de contrôle qui sont importantes à la fois sur les exploitations et sur les transformateurs. C'est également le syndicat qui fait le lien avec l'INAO, l'Institut national de l'origine et des qualités. Une action importante qui est le développement du produit et la notoriété. La liaison avec tout ce qui est législation et puis le respect de la qualité, ce qui est important pour notre appellation. Je tiens à vous rappeler que Loire-Forêt accompagne aussi d'autres structures dans le cadre de notre appellation Fourme de Montbrison. Le comité des fêtes de Montbrison dans le cadre des Journées de la Fourme, où Loire-Forêt apporte 14 000 €. Et les sites remarquables du goût, où tous les maires et toutes les communes ont eu le magnifique bouquin qui retrace l'ensemble des sites remarquables partout en France pour 7 500 €. Donc c'est quand même des montants importants qui sont pour cette filière lait et Fourme de Montbrison sur notre secteur. Je vous rappelle également que chaque année, une manifestation qui rassemble un nombre
important de personnes qui sont les journées de la Fourme et des Côtes du Forêt auront lieu les 5-6 octobre 2024, la 62e journée de la Fourme et des Côtes du Forêt, et que grâce à Loire Forêt, ben voilà, nous sommes partenaires de ce dispositif. Et je rappelle également que le 15 juin, il y aura les 30 ans des Compagnons de la Fourme, où vous êtes tous conviés à y participer. Donc, il s'agit ce soir d'attribuer, comme d'habitude et comme chaque année, une subvention de 35 000 € pour accompagner notre filière et notre Fourme de Montbrison. Donc, il vous est proposé au Conseil communautaire ce soir d'approuver l'attribution d'une subvention de 35 000 € au syndicat de la Fourme de Montbrison pour l'année 2024, d'approuver l'avenant numéro 1 de la convention d'objectifs, une convention qui a été signée en 2023 pour 3 ans, et d'autoriser le président ou son substitut à signer cet avenant et tout document afférent. Est-ce que ça suscite des questions? Pas de questions, on va passer au vote. Qui serait contre? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie pour la Fourme de Montbrison. Merci David pour cette présentation. Moi, j'ai envie de vous faire une proposition. À vous tous, chers élus, dorénavant, quand vous allez présenter vos budgets, et Olivier Joly, on est d'accord, le vice-président qui a présenté le budget, on ne parlera plus de camembert. On parlera de part de fourme. Franchement, la fourme se découpe exactement de la même façon, c'est une part de fourme. Donc, dorénavant, en tout cas, sur Loire Forêt Agglomération, on vous présentera des budgets, non plus avec des camemberts, mais avec des parts de fourme. On poursuit avec une subvention exceptionnelle à l'Institut de formation en soins infirmiers, cher Marc Archer. Attends. Je te donne un truc. Merci, Président. Donc, l'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'Institut de formation en soins infirmiers. L'Institut de formation en soins infirmiers et d'aide-soignante, l'IFSI et l'IFAS du Centre hospitalier du Forêt, est installé à Montbrison depuis 1975. Cette structure a pour projet de se doter pour la rentrée scolaire 2024-2025 de 2 kits mobiles d'équipements techniques de simulation dans l'objectif d'optimiser l'ingénierie pédagogique d'une promotion de 60 apprenants dans l'apprentissage des gestes professionnels techniques et l'organisation du travail des infirmières diplômées d'État. Afin de réaliser cet investissement, l'IFSI-IFAS sollicite une subvention exceptionnelle de Loire Forêt Agglomération pour l'aider à financer du matériel de formation par simulation. En complément de l'aide reçue par le Centre hospitalier du Forêt, le montant total de la subvention attendue est de 39 695,85 € pour un total d'acquisition de 2 kits qui s'élève à 44 477,14 € TTC. Cette demande de subvention rentre dans le cadre des dispositions prévues par le règlement d'attribution des subventions par Loire Forêt, validé par la délibération numéro 12 du Conseil du 19 décembre 2017. S'agissant d'un montant supérieur à 23 000 €, elle doit faire l'objet d'une délibération et sera encadrée par la signature d'une convention définissant l'objet, le montant et les conditions de versement de l'utilisation de la subvention. Il est donc proposé au Conseil communautaire de bien vouloir approuver l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 39 695,85 € à l'IFSI-IFAS de Montbrison, d'approuver la convention d'objectifs et de moyens entre Loire Forêt Agglomération et l'IFSI-IFAS de Montbrison, et d'autoriser le président ou son représentant à signer cette dernière et tout document afférent à celle-ci. En clair, cet outil est un kit vidéo qui fonctionne avec du laser et qui permet de la pose de cathéter, de choses, plutôt que ce soit vos veines et vos artères qui, au niveau des jugulaires, qui fassent objet de cobaye, il vaut mieux utiliser cet appareil pour se former à ces gestes-là. Est-ce que vous avez des questions ?
Oui, bonsoir. Alors, sans remettre en cause l'objet de la subvention, je suis quand même surpris qu'il n'y ait qu'une seule demande de subvention qui soit Loire Forêt, qui représente un peu plus de 89% du montant investi. Et je suis surpris qu'il n'y ait pas, par exemple, le département ou d'autres partenaires par rapport à ce qui est hospitalier, ce qui est éducatif, et que seule Loire Forêt porte 90%, pour ainsi dire, de la subvention. C'est un peu surprenant. Voilà. Alors, il faut savoir quand même que en contrepartie, le centre hospitalier du Forêt reverse la totalité de la taxe d'apprentissage qu'il perçoit pour acheter cet équipement. Il faut savoir que ce type d'équipement est très utilisé dans les centres de formation d'infirmières en général, et que les subventions, ce ne sont pas des compétences du conseil départemental. L'ARS a été sollicité pour ce genre de choses, mais l'ARS se retourne en disant ça ne dépend pas de les soins infirmiers. Il y a des budgets qui sont alloués pour la formation, mais pas pour le matériel. D'où je pense que on est dans une histoire de santé publique. C'est du matériel qui coûte cher, qui est vite dépassé, je vous le dis. Hein, c'est quelque chose. Si vous le souhaitez, j'ai une documentation de cet outil. Et c'est vraiment quelque chose qui est une technologie nouvelle pour les apprenants avant que vous fassiez les cobayes. C'est virtuel, mais c'est très. Il faut regarder comment ça marche. C'est un système laser qui permet de piquer les veines au bon endroit, au bon moment et sans dégâts. Merci Marc de cette présentation. Merci de la question. Je vais compléter la réponse. La région est la collectivité territoriale qui finance l'école d'infirmières. Et l'école d'infirmières et la région finance un projet par an. Et en l'occurrence, elle a financé le projet le plus important pour aider au maximum l'école d'infirmières, qui était le changement de la chaudière. Et malheureusement, c'est celui-là qui demandait le plus d'investissement, et c'est sur celui-là que la région est allée parce que c'était le plus urgent. Et il restait ce deuxième projet qui faisait que les étudiants et les étudiantes devaient aller à Saint-Étienne pour pouvoir utiliser les simulateurs à Saint-Étienne. Donc ça leur provoquait des dépenses de fonctionnement. Et à la réunion où nous avions été, il restait plus que nous, qui avions la possibilité au travers du contrat local de santé et du travers de la compétence en études supérieures et de notre action vis-à-vis de notre bilan emploi-besoin. C'est-à-dire qu'on s'est inscrit dans une démarche où on va favoriser les créations d'emplois là où il y a notre besoin. Je ne sais plus quel est le nom barbare de cette affaire, mais c'est en gros, ça veut dire ça. C'est pour ça qu'on a repris l'insertion, c'est pour ça qu'on est sur la ressourcerie, c'est pour ça qu'on a fait un Centre national des arts et métiers à Montbrison, le CNAM, qui répond à des formations qui nous manquent. Et donc là, on avait l'opportunité pour répondre à des besoins très concrets. Donc en faisant cet investissement, non seulement ils auront le matériel, mais en plus, derrière, ils n'auront plus de frais de transport pour aller l'utiliser. Donc ça génère des économies de fonctionnement pour l'école d'infirmières. Voilà, c'est pour ça qu'on y est allé. On aurait pu dire à la région, vous y allez l'année prochaine, mais peut-être que l'école d'infirmière a un autre projet l'année prochaine qui sera financé par la région. Voilà. Pour compléter la réponse de Marc qui était parfaite. Une petite précision aussi, vous savez comme moi que les métiers liés à la santé sont en tension actuellement, et je pense que offrir des technologies de pointe à des étudiants qui sont sur notre territoire, c'est aussi reconnaître la nécessité d'attirer des gens et de les garder surtout. Voilà, donc je vais vous faire voter. Est-ce que vous êtes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Merci pour cette unanimité. Est-ce qu'il y aurait des questions sur les décisions du président? S'il n'y a pas de questions, les prochains conseils communautaires sont les mardis 25 juin et 9 juillet, conférence des maires le mardi 18 juin,
Ce jeudi, je vous rappelle, et vous êtes très largement conviés à la visite de Dominique Concy, la directrice du programme Action Cœur de Ville et PVD, sur le site GG à 11 h ce jeudi. Je vous rappelle les manifestations de ce week-end, les Monts de la Balle et le marathon de la bière. Donc Mont de la Balle côté Verrières, marathon de la bière côté Montbrison. Vous pouvez faire les deux sans aucun problème. Ils ne sont pas incompatibles, ils sont synergiques. Merci à vous. On se retrouve autour du verre de l'amitié.